c'est à monsieur Aoua, parce que j'étais un mois après le renversement de Ben Ali, invité là-bas au Parlement, et puis j'ai visité tout ça. Bon, à l'époque c'était des islamistes et tout ça. On a parlé à la télé, on a parlé à la radio et tout ça, et on avait évoqué un certain nombre de choses pour éviter que la Tunisie ne tombe dans le passé, avec des règlements trop stricts, etc. Alors ce que je souhaiterais, c'est de savoir aujourd'hui où c'en est par rapport au règlement, par rapport aux droits des femmes et la liberté là-bas en Tunisie, et par rapport au tourisme aussi, qui à l'époque avait très très peur d'y aller. Oui, j'avais rencontré aussi l'avocat qui avait crié « Ben Ali est sorti ». Ça, on avait déjeuné avec lui. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est bon, c'est bon. Ah oui, d'accord. Bon, la situation, c'est que le Coran était très fort des islamistes, mais ils n'ont pas abouti. C'est-à-dire, il y avait vraiment la société tunisienne était très... il y avait à partir de Bourguiba, et ce que Ben Ali a fait, il n'a fait que suivre la marche de Bourguiba. Il a appliqué les concepts donnés par Bourguiba. Donc, la femme, les islamistes, lorsqu'ils étaient là, ils ont voulu rétablir la polygamie. Ils ont voulu rétablir la question de la femme au foyer, parce qu'il y a beaucoup de chômage. Donc, il faut donner le travail aux hommes et non pas aux femmes, en priorité. D'autre part, alors, automatiquement, la société n'était pas vraiment recevable aux questions invoquées par les islamistes. Et finalement, la situation est restée vraiment au statu quo. Parce que si les islamistes sont restés, peut-être on aura un changement. Mais heureusement que déjà, lorsqu'ils n'avaient pas eu la majorité à l'Assemblée nationale, et après, avec le changement de la Constitution, et le changement la Tunisie a viré vers une situation comme ça a été au temps de Bourguiba. C'est-à-dire, merci. Madame Lalonde. Je voudrais juste faire raconter une petite expérience. J'ai eu l'occasion d'être à Tunis et de participer aux élections au moment de la Révolution et au moment où Ennahda a pris le pouvoir. Et j'étais là le jour des élections, on suivait dans les bureaux de vote, enfin les élections, et puis j'avais été la veille assister à la dernière joute électorale d'Ennahda, c'était une grande fiesta près de Tunis, et c'était très moderne. Ils avaient mis des femmes en avant sur la scène, il y avait de la musique, je me disais c'est super Ennahda, bon, c'est islamiste, c'est étonnant, mais bon, pourquoi pas, et tout ça, c'était la veille. Le lendemain, il y a eu l'élection, très bien, et il se trouvait que j'étais avec un groupe d'Américains, parce qu'à l'époque, j'étais pas mal avec des Américains, et qui venaient là, justement, parce qu'ils étaient ravis, dès qu'ils prenaient le chauffeur de taxi, ils disaient, vous avez vu la révolution, c'est formidable pour vous, c'est formidable, enfin, les Américains étaient vraiment derrière. Et le soir même, j'ai dit, ben, j'aimerais bien aller au résultat. Ennahda avait gagné, alors il y a bien un siège électoral, je veux bien aller assister à la soirée électorale de triomphe d'Ennahda. Et je suis arrivée au siège, je ne sais plus où, en banlieue, là, d'Ennahda. Ça a été très dur. Bon, on est partis, on était 3 femmes, et on était avec 2 hommes. Et on arrive dans une grande pièce, il n'y avait que des hommes. Ah, je dis, ah bon, mais... Ah oui, madame, les femmes, c'est là-bas. Voilà, non mais c'est juste, je m'arrête là. C'était avant et après. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Rabin. J'aimerais apporter, faire quelques observations sur la position de mon voisin de droite, M. Vernochet,
sur... pardon? De droite. C'est de droite, c'est là. C'est bien la droite. J'ai dit de droite. De droite, alors, d'accord. Sur le fait que la parité, le quota, un cadre juridique contraignant serait inadéquat ou inadapté à l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Insuffisamment adapté. Insuffisamment adapté. Même insuffisamment adapté, j'apporte quelques observations. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que le quota et la parité, c'est-à-dire un cadre juridique, n'est pas la panacée. C'est totalement exact. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que les mesures de discrimination positive, ce sont des mesures temporaires. Ce sont des mesures temporaires qui sont mises en place pour corriger une injustice absurde. Une injustice absurde instituée par la norme masculine pendant plusieurs siècles pour fragiliser la femme. Et donc la communauté internationale, on s'est rendu compte tous que cette situation vulnérabilise le pilier sociétal qui est la femme. Et ce n'est pas normal que la femme soit vulnérabilisée à ce niveau. Tout à l'heure, vous avez parlé des mamans base. Et s'il faut parler de la situation des femmes dans toute la société, même en Occident, ça nous prendra toute une journée d'une conférence. La femme subit des injustices arbitraires et absurdes. Il faut corriger. Et il y a des sociétés qui ne veulent pas progresser, notamment l'Afrique du Nord. Tout à l'heure, mon voisin de droite de la Tunisie l'a dit. Il ne s'agit pas des questions d'excellence. Il ne s'agit pas des questions de qualification. C'est un débat classique. Parce qu'on sait également que les hommes ne sont pas non plus compétents, même s'ils ont les qualifications adaptées. Moi, j'ai conduit un grand projet au niveau international sur le fichier des femmes qualifiées, compétentes pour occuper des postes de prise de décision. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a le nombre suffisant pour pourvoir 50-50 au poste de prise de décision. Ça, c'est la pratique. Mon voisin, M. Vernochet. Je prends l'exemple du Maroc, l'exemple de la Tunisie, l'exemple de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord a un vivier de femmes. C'est même les femmes les plus instruites en Afrique. Mais où est-ce qu'elles sont? Elles sont reléguées dans la sphère privée par la religion, par le fait que c'est l'époux qui est le pourvoyeur des fonds. Même si on s'est rendu compte que l'éducation des femmes participe de la bonne éducation des enfants, participe de la prospérité de la famille, c'est pour ce seul but que des femmes sont autorisées d'aller à l'école. Ce n'est pas pour accéder à l'emploi. La norme traditionnelle, la réglementation du travail au niveau, j'allais dire en Afrique du Nord, mais également sur l'ensemble de l'Afrique, et que c'est l'homme qui, lui, il va épouser la femme. Parce qu'il doit payer la dot. C'est lui qui a plus besoin d'argent, mais pas la femme. Mais ça, c'est du concret aussi. Et donc, les critères de l'excellence, les critères de la qualification sont des piliers, sont, j'allais dire, sont des leviers, voilà le mot, sont des leviers de mise en œuvre des quotas, des mises en œuvre de la parité pour booster l'enracinement, je dis bien l'enracinement de la norme traditionnelle. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais répondre peut-être. Monsieur Vernochet. Oui. Merci madame pour votre passion. Et en tout cas, je me félicite moi personnellement. Je suis fier d'avoir suscité cette réaction chez vous. Alors, évidemment, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais il faudrait là aussi, j'ai dit, apporter peut-être un certain nombre de nuances. Les nuances sont nécessaires et utiles. Encore une fois, la qualité existe. Alors peut-être que chez vous, la politique de quota permettrait de
mettre en évidence cette qualité. Chez nous, la pratique n'est pas aussi convaincante. Hein. On ne choisit pas les mêmes, loin d'être convaincantes, la pratique des quotas. Ce ne sont pas les femmes de qualité. Même je note, puisqu'on m'a mis que j'étais journaliste, pour suivre attentivement l'actualité, je note que des femmes excellentes, de grandes expertes, on les voit passer une fois, deux fois à la rigueur. Je ne parle pas de Madame Galacteros. On les voit passer à la télévision ou interrogés par tel ou tel média, et après on ne les voit plus. Mais par contre, on voit souvent les médiocres. Et même à répétition, sont souvent... C'est valable aussi pour les hommes. Hein. Ce ne sont pas les gens de qualité ou de grande qualité ou ont un esprit libre qui sont le plus souvent appelés à s'exprimer et à jouer, et par conséquent à jouer un rôle. Donc, à la fois, je n'ai rien à dire, puisque nous sommes d'accord sur un point, à savoir que c'est la qualité, la compétence, l'expérience, le talent qui doivent prévaloir. Maintenant, c'est sur le choix comment faire remonter ces talents et leur permettre leur affectation à des postes de décision, des postes clés. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé, c'est la quadrature du cercle, on n'a pas encore trouvé. On voit que dans nos démocraties ultramodernes, pour ne pas dire post-modernes, eh bien le processus fonctionne plutôt même à l'inverse. Ce que je viens de dire sur l'absence ou le rejet même des talents dans les sphères politico-médiatiques, les médias étant au fond le cinquième pouvoir et même peut-être le premier. Voilà, que dire de plus? Oui, mais les problèmes que vous rencontrez en Afrique qui méritent des solutions, mais des solutions adaptées qui sont aussi les vôtres, ne sont pas forcément les nôtres. Donc ça serait à tort peut-être qu'on généraliserait, qu'on universaliserait, qu'on dirait la femme étant une abstraction. Il faut parler des femmes en fonction de leur catégorie sociale, de leur catégorie socio-professionnelle, de leur religion, de la sociologie du pays. Je pense que ça serait utile. Par exemple, donc là aussi je n'ai pas de solution toute faite, je suggère simplement d'apporter des nuances, et que même si les solutions que vous préconisez sont excellentes, elles seront peut-être excellentes dans un cas et pas forcément dans l'autre. Merci bien, vous avez déjà souligné Madame Galacteros, puisque son adjoint est là, il va intervenir. Vous pouvez dire d'ailleurs. Non, parce que c'est une femme d'excellence. Oui, absolument. Non, moi je voulais juste dire que le quota, évidemment que c'est nécessaire, mais je prends l'exemple de l'Afghanistan. Quand l'Afghanistan a été libéré, entre guillemets, les talibans, les premières élections législatives, il y avait un quota de 20%, si je ne me trompe pas, 25% ou 20%. De femmes obligatoires, mais c'était pas évident pour les femmes, il fallait chercher au fin fond de je sais pas où, toutes les provinces afghanes, et il y a eu 20% de femmes qui étaient là, et je dois dire, j'ai eu l'occasion de non seulement de les rencontrer, mais on les a fait venir à Paris pour tout un programme, elles étaient assez remarquables. Alors je vous dis pas que toutes suivaient, il y en avait quoi, une trentaine qui étaient là, je ne vous dis pas que toutes suivaient complètement le programme qu'on avait fait, mais c'était des femmes formidables. C'était un quota de 20%. Par contre, l'histoire du quota homme-femme, la parité totale, je peux vous dire que je viens du Parlement européen, c'est juste incroyable. On vous met là avec une étiquette, là, parce que vous êtes femme, et hop, on vous amène tous les éléments de langage qu'il faut dire, on vous empêche de penser comme vous voulez, enfin, en tout cas, sur les domaines qui m'intéressaient moi, c'est-à-dire la géopolitique et puis les affaires de commerce international, c'est les deux choses sur lesquelles j'étais. Et j'étais obligée de me battre contre mon assistante, qui était une technocrate du Parlement qu'on m'avait donnée, d'office, pure et dure. Et j'étais obligée de répéter son truc. Et moi, j'ai évidemment voulu m'évader de ça, c'était impossible. Et j'étais sidérée de voir le nombre de femmes proprettes, toutes bien sur elles, qui ne faisaient que répéter ça, pour aller là-dessus dans votre sens. Et pour expliquer peut-être certaines médiocrités. Mais il y a des hommes aussi, d'ailleurs, c'est valable pour certains hommes. Il y a d'autres personnes. Il faut continuer les interventions.
mi-mars et nous sommes en France, qui est un pays dont on n'a pas beaucoup parlé dans les pays sous-développés au niveau de l'émancipation de la femme. Je pense qu'il faut quand même en dire un mot. Ça m'a frappé que M. Vernochet a oublié par exemple Édith Cresson, oui, qui était première ministre en France. Oui, c'est un oubli volontaire. D'accord. Ce qui montre le traitement parfaitement équitable. Très bien, merci. La deuxième chose, un autre mot dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'égalité dans notre traitement salarial. C'est-à-dire que j'attends dans les pays donneurs de leçons sur les droits de l'homme et les droits de la femme pour l'ensemble de la planète, que déjà il y a un pays développé, par exemple la France, où on paye le même salaire pour le même travail. Et à ce moment-là... Entièrement favorable à un travail égal, salaire, évidemment. Oui. Mais je ne suis pas féministe. Non mais je pense que ce qui est proche du cœur, c'est surtout le portefeuille, et que peut-être il faudra mettre en accord la loi qui règne le cœur et le portefeuille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur. Allez-y. Donc pour la promulgation du statut du code personnel en Tunisie, ça a été juste à 6 mois après l'indépendance. C'était le 13 août 1956. 6 mois après l'indépendance. Et ce code du statut personnel, il y a 170 articles où il y a l'égalité des salaires entre femmes et hommes. Et avec ce statut-là, nous avons à l'université de Tunis, à l'époque de Bourguiba, la majorité était pour les étudiantes. Les étudiants sont majoritaires à l'université de Tunis. Merci pour cette précision. Je voudrais simplement ajouter à la liste qu'a donnée Michel Vernochet le nom de Germaine Tillon, qui est une femme anthropologue, ethnologue, qui a joué un très grand rôle, notamment en matière de naissance. Et quand il s'agit de la journée des filles et des femmes, il faudrait parler aussi de l'avenir qu'on donne aux petites filles dans l'éducation, et donc essayer de déceler les blocages, les différents blocages, oui, qu'on trouve dans toutes les cultures et qui sont un obstacle finalement à la présence de la femme, ou de devenir de la femme dans nos sociétés civiles notamment. Voilà. Alors je voudrais également donc rendre hommage à ces femmes anthropologues, ethnologues, qui ont su écouter les cultures, tous ces chemins de cultures diverses, et je citerai également le nom de femmes anthropologues qui ont exercé des responsabilités, notamment à la communauté européenne. Je parlerai de Madame Leila Chahid.